Chapitre 12. Avril-mai 2021. Il était devenu évident que cela ne servirait à rien d'essayer d'alerter le grand public des méfaits de la pollution électromagnétique, toute longueur d'onde confondue, sur la recherche scientifique et plus particulièrement sur l'astrophysique. Les gens n'en avaient rien à faire, comme on pouvait le voir avec tous ces citadins qui ne voyaient jamais la Voie lactée dans le ciel et que ça n'émouvait absolument pas. Lenny voulait suivre ce que leur avait dit Jocelyn Bell. Il fallait agir pour construire le futur que l'on souhaitait et ne pas le subir indéfiniment. Il fallait agir pour arrêter cette folie de la pollution lumineuse, radio et autres. Agir directement pour empêcher ceux qui étaient en train de tout saccager. Il s'agissait d'hommes qui fabriquaient des dispositifs inventés par d'autres hommes, et ces dispositifs étaient installés par d'autres hommes avant d'être mis en service et de produire ces ondes radio qui se retrouvaient ensuite partout. Il existait donc de nombreuses brèches possibles dans lesquelles n'importe qui pouvait tenter de s'engouffrer pour faire dérailler cette belle mécanique capitaliste. Après avoir longuement réfléchi, il avait parlé de son plan à Alex puis à Sophia. Tous les deux avaient été d'accord à 100%, même si la légalité de la chose était très discutable. Ils avaient conclu que, dans un premier temps, il fallait s'attaquer au dernier maillon de la chaîne, les dispositifs producteurs d'ondes radio. En d'autres termes, les bornes ou les antennes relais. C'était bien la présence d'antennes relais au golfe de Saint-Andrews qui était a priori responsable de la grosse bande d'interférences visible dans les données de Scheim. Lenny avait proposé à Alex et Sophia d'en avoir le cœur net, tout simplement en faisant en sorte de mettre hors d'usage là où les antennes du golfe et de voir quel effet cela aurait sur le signal détecté par le radiotélescope. Si c'était bien l'origine des parasites, il ne resterait plus qu'à s'attaquer plus systématiquement à l'implantation de ces antennes dans ce complexe touristique, ainsi que dans la ville voisine. Le golfe était fermé en hiver. Même l'hôtel, qui était la pièce maîtresse du complexe, n'accueillait pas de visiteurs pour la saison hivernale. La saison commençait réellement au mois de mai et se terminait à la fin du mois de septembre, avec les premiers flocons. Lenny avait proposé que 2 d'entre eux aillent sur place dans un premier temps afin de repérer la présence de bornes 5G à 600 MHz et leur localisation. Le meilleur moyen pour trouver l'emplacement de ces bornes relais était, selon lui, d'utiliser des terminaux 5G munis d'une application de scanning des réseaux. C'était très simple. Il suffirait de chercher par une marche aléatoire dans quelle direction le signal augmente. À deux, en partant de points suffisamment éloignés, on devait pouvoir trianguler et trouver rapidement le point de convergence. Une fois qu'ils auraient localisé la borne, il faudrait l'étudier un peu pour comprendre comment elle était alimentée et comment elle fonctionnait, pour pouvoir la mettre hors service discrètement, au bon moment, à un moment où Scheim serait en train de faire des acquisitions de données. On pourrait alors voir directement l'impact de cette borne sur les données du radiotélescope. Une fois cette corrélation démontrée, il ne restait plus qu'à attendre que le personnel du golfe fasse la réparation, qui pourrait être suivie de la même manière dans les données de Scheim. La réapparition de la bande d'interférence indiquerait que la réparation a été effectuée. Il ne restait plus ensuite qu'à refaire la petite manip pour remettre la borne hors service. Qu'est-ce que tu penses de ce plan, Sophia demanda Lenny. Pas mal, mais comment on communique une fois sur place pour la triangulation? On ne peut pas se parler au téléphone, on se ferait repérer. Ouais, Sophia a raison, dit Alex. On ne peut pas faire comme ça. On a déjà dit qu'on ne devait jamais parler de ça autrement que de visu ou par courrier papier avec un code. Alors, pour l'opération sur place, ça doit être pareil. Aucune trace électronique. Ok, oui, bien sûr, bien sûr. Dans ce cas, on peut quand même le faire à deux.
ou même à 3 en simultané, mais on ne communique pas entre nous. Alors, on fait de la triangulation, mais a posteriori. On scanne le terrain en faisant des trajectoires rectilignes et on note chacun le point où le signal est maxi. Ça peut marcher, non? Répondit Lenny. Ouais, le plus difficile, ça sera de s'introduire dans la propriété la nuit. On ne sait pas du tout s'ils ont des systèmes de surveillance, dit Sophia. Ça sera la première chose à étudier quand on ira pour notre premier cours de golf, répondit Alex. T'as fait les inscriptions? Demanda Lenny. Ouais, pour deux. C'est un peu cher, mais j'ai pris le plus petit forfait. Le forfait de découverte. On n'a pas accès aux 9 trous, juste au premier, mais ça devrait être suffisant pour commencer. Une fois qu'on connaît le système de surveillance, on verra comment on fait. S'il y a plusieurs bornes réparties sur tout le terrain, et s'il y a de la vidéo sur tout le domaine, ça sera plus compliqué, c'est sûr. On fera ça de nuit, de toute façon. Et pour la vidéo, la nuit, il faut éclairer. Il n'éclaire pas tout le terrain la nuit, quand même. Je sais pas, je pense pas. C'est un truc qu'il faudra essayer de voir quand on ira. Des poteaux avec des spots, ça se voit facilement, ça. Et en plus, les caméras aussi doivent être en hauteur, s'il y en a. Ça se voit très vite sur un terrain de golf, normalement. Peut-être qu'on pourra quand même aller voir d'autres parcours que le premier. On essaiera. Les 3 jeunes chercheurs s'étaient retrouvés autour de leur table préférée du chien qui fume, le bar qu'ils affectionnaient dans le quartier latin. Ils avaient décidé d'agir en adoptant la plus stricte clandestinité. On ne communiquerait jamais par moyen électronique, mais uniquement en se voyant dans un lieu bruyant. Et le chien qui fume était parfait pour ça. Et on pouvait aussi communiquer en s'écrivant des lettres, soit par le courrier interne du département de physique, mais en cachetant l'enveloppe, ou soit par le courrier postal classique, avec un timbre, comme au bon vieux temps. Il fallait ensuite faire disparaître les lettres de manière définitive, même celles qui contenaient des messages codés. On était entré en résistance. Lex et Sophia s'étaient arrangés pour effectuer un shift au Dominion Radio Astrophysical Observatory sur des périodes qui avaient quelques jours en commun. Ils en profiteraient pour aller suivre ensemble un cours de golf un soir. C'était calé pour le 9 mai. Ils arrivèrent au complexe touristique de St Andrews après avoir quitté le DRAO 10 minutes plus tôt. C'était vraiment tout près en direction de Okanagan Falls. Ils avaient un entraîneur pour eux tout seuls et on leur fournissait tout le matériel, les chaussures, les clubs, 4 différents par personne, 2 bois, un fer et un putter, et un paquet de balles qu'on avait le droit de perdre. Le cours devait durer 2 heures, jusqu'à 19h30. Le premier des 9 trous sur lequel ils allaient apprendre à taper dans la balle se trouvait non loin du bâtiment principal, qui servait de réception pour les golfeurs occasionnels et pour les touristes qui logeaient dans les chambres qui se trouvaient derrière en direction de la forêt. Le terrain était très vaste et s'enroulait autour d'un lac bleu profond. Alex et Sophia se fichaient complètement de savoir taper dans une balle de golf. Ils étaient uniquement là pour observer tout ce qu'ils pouvaient. Ils aperçurent très vite une de ces fameuses voiturettes électriques qui n'avaient pas de volant et qui transportaient des gens qui étaient visiblement absorbés par l'écran de leur terminal mobile. Il n'y avait pas de pylône visible à proximité de la réception, ni du trou numéro 1, qui aurait pu accueillir une caméra ou une borne relais. L'éclairage de nuit devait aussi être minimal, car hormis quelques lampadaires en forme de boule dépassant à peine du gazon, aucun gros spot ne semblait entourer cette zone du complexe, qui devait pourtant être la zone la mieux éclairée. C'était plutôt de bon augure. Alex, qui avait déjà fait l'acquisition d'un terminal 5G, avait regardé la puissance du signal en arrivant à la réception avant d'être présenté au professeur de sport à balles. Elle semblait assez forte. Il en avait fait de même lorsqu'il était arrivé la 2e fois sur le green du trou numéro 1 et il avait pu constater que la puissance du signal était quasi la même. Le green se trouvait quand même à environ 300 mètres du bâtiment de la réception.
Sophia osa poser la question au golfeur. Vous faites des parties de golf en nocturne ici? Je sais que ça se fait dans certains golfs. Non, à Saint-Andrews, on ne fait pas ça. On n'éclaire pas le terrain en soirée. Ça consomme trop. Les soirées sont très calmes ici. Les résidents veulent pouvoir profiter des belles nuits. Vous avez raison. Rien ne vaut une belle nuit noire. Alex ne put s'empêcher une réponse ironique. Les deux jeunes apprentis golfeurs avaient pu se rendre compte que la clôture du terrain n'était pas extrêmement sécurisée. Une simple clôture grillagée séparait la propriété de la route qui la longeait, qui semblait être là plus pour éviter l'intrusion intempestive d'animaux sauvages que de radioastronomes déterminés. Elles sont vraiment autonomes, les voiturettes? Demanda Alex. Oui, on les commande via une appli. C'est bien foutu, je dois dire. Plus besoin de conduire. Elles vous emmènent au trou que vous souhaitez directement et en évitant les obstacles, hein, bien sûr, répondit le coach. C'est génial, mentit Alex en soulevant un sourcil en direction de Sophia. À la fin du cours, il savait un peu jouer au golf, mais il savait surtout que ce serait un jeu d'enfant de pénétrer sur le terrain de nuit pour rechercher l'emplacement des bornes 5G. S'il y en avait plusieurs, l'idée était de les mettre hors circuit les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre signal visible sur le téléphone. La clôture ne posait pas de problème. On pouvait facilement se faufiler par-dessous ou par-dessus sans avoir à découper le grillage. La vidéosurveillance, si elle existait, ne serait de toute façon pas très efficace sans un bon éclairage nocturne. Restait probablement une ronde de gardiens et peut-être des chiens. Aucun aboiement suspect n'avait été entendu par les deux doctorants, mais il fallait toujours se méfier de cette possibilité. Pour la contrer, l'idée qu'avait proposée Sophia, et qui était brillante, était de se munir de friandises dont raffolait l'espèce canine. De simples morceaux de sucre pouvaient amadouer les plus féroces molosses. Concernant les gardiens, c'était une autre histoire. Le trio n'avait pas encore trouvé quelle pourrait être la meilleure parade. On fait quoi s'il y a des gardiens? Demanda Sophia. Ça dépend combien il y en a. Un seul, c'est pas la même chose que trois. À mon avis, s'il y en a, il n'est pas tout seul. Ou alors, avec un chien. Ben, pour le chien, on aura ce qu'il faut. Mais pour le mec, bon, déjà, il ne sera pas armé, c'est déjà ça. Comment tu peux en être aussi sûr? Dit Sophia. On n'est pas aux États-Unis ici, hein. Non, la seule arme qu'il aurait, c'est sans doute un téléphone pour appeler les flics, à mon avis. Donc, il faudra juste courir, en fait. Courir le plus vite possible en balançant les morceaux de sucre pour gagner du terrain sur l'éventuel clébard, rétorqua Sophia. En gros, ouais. Mais ça, c'est si on sait qu'il nous a vus. Si j'étais un mec comme ça et que j'apercevais deux intrus, je lâcherais pas forcément les chiens. J'observerais tranquillement ce qu'ils font, sans me faire voir, et j'appellerais les flics. Eh, mais tu me rassures pas, là, fit Sophia. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas être visible du tout, en fait. En même temps, c'est logique, non? Donc, on s'habille complètement en noir, continua Alex. Ok. Sophia commençait à douter du plan qu'ils avaient commencé à imaginer. Ça paraissait un peu dingue. Après tout, si le signal était aussi fort au niveau de la réception et du green du trou numéro 1, comment on pouvait mesurer un gradient et localiser la borne, même à 2? Elle fit part de ses doutes à Alex. Si tu veux, j'y vais tout seul une première fois, juste pour voir, sans chercher le signal, mais pour voir comment on peut se balader là-dedans. Tu serais prêt à faire ça maintenant? Genre demain soir? Ouais, pourquoi pas, tant qu'on est là. Après, je dois rentrer à Montréal de toute façon. Et toi, tu rentres la semaine prochaine, répondit Alex. Si je vois que c'est jouable, on organisera une autre venue un peu plus tard, peut-être même à plus que 2, si c'est possible. Si tu le sens, vas-y, répondit Sophia. Mais fais gaffe, hein. Il avait attendu jusqu'à 3 heures du matin. Il avait laissé sa voiture à 500 mètres de la clôture du terrain du côté opposé de l'entrée principale. Il avait choisi l'option passage par-dessus.
Il fallait juste faire attention à ne pas s'écorcher en escaladant le grillage. Alex avait acheté un pantalon et un pull noir comme il l'avait proposé à Sofia, ce qui permettait d'être moins facilement visible. Le ciel était clair et heureusement il n'y avait pas de lune. C'était un élément auquel il n'avait même pas pensé. Alex venait de remarquer ce détail qui était finalement très important dans une telle situation. La lune. Il foulait maintenant le gazon de ce qui devait être le fairway du trou numéro 4, d'après le plan du golf qu'il avait appris par cœur. Il regarda tout de suite la puissance du signal 5G. Il était fort. 8 sur 10. Presque autant qu'au niveau du trou 1. C'était plutôt une mauvaise nouvelle. Il ne devait pas exister de gradient important qui permettrait de localiser la borne. Mais il n'était pas là pour ça cette nuit. Il fallait simplement se déplacer parmi les fairways et les greens des différents trous en espérant ou pas apercevoir un gardien de nuit. Tout était sombre et l'absence de lune finalement n'arrangeait pas les choses. On entendait quelques grillons et le vent dans les feuilles des arbres. Alex était entré non loin du green et remontait maintenant en direction du départ du trou numéro 4. Il n'y avait toujours rien à l'horizon. Alex essayait de longer les rangées d'arbres qui bordaient le parcours et surtout de ne pas marcher sur les greens ni dans les bunkers avec ses baskets, ce qui laisserait immédiatement des traces. Arrivé au départ du trou 4, il fallait faire environ 70 mètres pour arriver au green du 3. Au milieu du parcours du 3, Alex crut entendre un bruit. Il s'arrêta net et s'accroupit par réflexe et attendit au moins plusieurs minutes. Il était à l'affût du moindre bruit, la tête enfouie sous son bonnet sombre. Il ne voyait aucune lumière anormale. Il n'y avait que les grillons qui déchiraient la nuit. Il poursuivit son intrusion en direction du green du 2. Mais avant de repartir, il alluma son portable en le protégeant dans son pull pour regarder la puissance du signal. Il n'avait ni augmenté ni diminué. On était à 8 sur 10. Où elle est cette foutue borne? C'est quand même étonnant qu'on puisse entrer là-dedans aussi facilement, se dit-il. Environ une centaine de mètres après le green du 2, Alex aperçut très nettement un faisceau lumineux qui bougeait de manière désordonnée à environ 100 mètres de sa position, à peu près au centre du fairway. Alex était derrière les arbres. Il s'allongea par terre tout en observant la lumière qui se rapprochait de lui. Il comprit que c'était un gardien qui marchait avec une lampe torche dans la main et qui éclairait plus souvent le sol devant lui que les alentours à la recherche d'un intrus. Alex ne faisait pas un geste et respirait lentement. Au plus près, le gardien passa devant Alex à environ 30 ou 40 mètres. Le type était tout seul. Il n'y avait pas de chien. Alex le laissa passer, puis regarda la lampe s'éloigner. Mais j'ai qu'à le suivre, se dit Alex. Comme ça, je verrai exactement le parcours qu'il fait, en espérant qu'il fasse tous les jours le même, et si possible, à la même heure. Je vais même chronométrer combien de temps il met pour parcourir le terrain. Il repartit donc dans la direction d'où il venait, en direction du green du trou 2 et des trous 3 et 4. C'était très facile de suivre le type grâce à la lampe qu'il baladait et qui trahissait le moindre de ses gestes. Alex savait que si le gars l'entendait, il ferait immédiatement un mouvement anormal avec sa lampe qu'il détecterait. Mais il restait à une distance suffisamment grande et toujours sous couvert des arbres, à la lisière du gazon, afin de faire le moins de bruit possible. Ils étaient maintenant arrivés au trou numéro 7. On se rapprochait de la réception en faisant le tour du lac. Le parcours du trou 7 était très particulier. Son green se trouvait sur une petite île au milieu du lac, où on accédait avec une barque. Il y en avait 3 qui étaient attachés le long de la berge. Le gardien continuait à avancer et Alex le suivait à bonne distance. Il regarda rapidement la puissance du signal 5G. On était encore à 8 sur 10. Les parcours des trous 8 et 9 s'enchaînaient rapidement, l'avant-dernier étant étrangement court.
Le dernier trou avait son green qui n'était séparé des chalets résidentiels que de quelques dizaines de mètres, tout au plus, dans la direction orthogonale au fairway. Le bâtiment de la réception se trouvait dans le prolongement, avec derrière lui le départ du premier trou où ils avaient appris à choisir le bon club avec Sophia. Le gardien se dirigeait tout droit vers la réception, qui devait logiquement être son quartier général. Alex s'arrêta bien avant le green du 9 et laissa filer le gardien devant lui. Depuis le green du trou numéro 2, où il avait commencé à le suivre, il s'était écoulé un peu plus d'une heure. Il était bientôt 6 heures du matin et le ciel était déjà plus clair. Il fallait maintenant se dépêcher de ressortir. Alex repartit dans l'autre sens en accélérant le mouvement pour retourner le plus vite possible au niveau du trou numéro 4 où il avait sauté au-dessus du grillage. Il avait engrangé une grosse quantité d'informations, à la fois sur la présence d'une ronde d'un gardien sans chien, le temps qu'il mettait pour faire le tour et l'heure à laquelle il la faisait. Il avait aussi pu constater que le signal 5G n'évoluait guère dans ce terrain grossièrement circulaire. Il était à peu près constant partout, ce qui signifiait que la borne devait se trouver logiquement au centre du terrain. Sauf que, au centre du terrain, il y avait le lac et l'île qui formait le green du trou numéro 7. Alex en était arrivé à la conclusion que la borne devait se trouver sur l'île. C'était très judicieux de la part de l'opérateur télécom. Quoi de plus logique de positionner une borne en plein milieu d'une zone circulaire pour arroser de la même manière toute la surface du terrain? Alex se disait qu'il aurait pu le trouver tout seul, uniquement en regardant la carte du golf. Mais aller sur place s'était révélé bien plus instructif finalement. Par contre, il faudrait aller sur l'île, et c'était bien plus délicat que d'intervenir en plein fairway ou même à l'intérieur d'un bâtiment. On pourrait facilement rester bloqué et se faire prendre sur une étendue de la taille d'un grand green entouré d'eau. Quand Alex fit part de ses découvertes à Lenny et Sophia le lendemain, ils décidèrent de lancer au plus vite ce qui serait leur première action destructive. Lenny avait proposé de détruire très simplement la borne à l'aide d'un simple briquet ou un petit chalumeau. Ils avaient étudié à quoi ressemblaient les bornes qu'installait CNC. C'étaient des sortes de cylindres en plastique dur qui renfermaient l'électronique. Pour que la destruction n'ait pas l'air délibéré, l'idée de Lenny était de faire brûler la coque de plastique au niveau de l'électronique la plus sensible à la chaleur. La chaleur de la flamme devait être fatale aux circuits imprimés et autres composants une fois la paroi de plastique bien atteinte. On pourrait suivre l'évolution de la destruction tout simplement en vérifiant le niveau de signal sur l'appli du téléphone. De l'extérieur, la borne devenue inopérante serait vue comme ayant subi une surchauffe interne qui aurait fait fondre la paroi, laissant penser à un défaut intrinsèque de l'électronique. Sophia et Alex avaient trouvé l'idée brillante. Sauf qu'il faudrait aller sur l'île et certainement grimper dans un arbre, parce qu'il n'y avait rien qui dépassait sur le green en dehors du drapeau. C'était une position plus exposée que tout ce qu'ils avaient pu imaginer jusque-là. Mais au moins, il n'y avait pas de chien. C'était une bonne chose. Il suffirait d'intervenir à un moment où le gardien se trouverait au cours de sa ronde à un endroit où il ne puisse pas voir les barques sur la rive du parcours 7, plutôt au tout début de sa ronde. Mais il faudrait avoir fini au moins avant qu'il n'arrive au niveau du green du 5, parce que, d'après la carte, on commençait à distinguer la rive du 7 depuis cet endroit. Même s'il ferait encore nuit, on ne pouvait pas prendre de risques inutiles. La flamme du chalumeau pouvait être masquée, mais il fallait peu de choses pour être repéré. Il y avait aussi l'odeur de brûlé qui pouvait attirer l'attention, surtout si le vent allait dans le mauvais sens. Ils avaient décidé d'y aller à 3. 2 d'entre eux iraient sur l'île, pendant que le troisième resterait sur la rive pour surveiller si jamais le gardien de nuit aurait changé ses horaires. Ils avaient convergé sur la date du 24 mai. Ils avaient pénétré sur le terrain juste en face du trou numéro 7.
en laissant la bagnole un peu plus loin pour ne pas attirer l'attention inutilement. Juste avant de grimper sur la clôture grillagée, Sophia avait chuchoté Pour l'amour de la science et Alex avait renchéri Vive Jocelyne Bell et Lenny rétorqua un slogan moins inoubliable Balance le sac d'abord. Ils avaient décidé que ce serait Lenny et Sophia qui prendraient une barque pour aller sur le green du 7. Il ne fallait surtout pas marcher avec les grosses chaussures sur le green lui-même, mais toujours rester sur le pourtour, là où étaient plantés les arbres. Pour trouver lequel d'entre eux devait cacher la borne, il suffisait de repérer le tronc sur lequel courait un câble électrique qui devait alimenter la borne. C'était le plan. Ensuite, Sophia devait grimper dans l'arbre sans faire trop de traces. Elle avait loué des crampons d'alpinisme qui laisseraient forcément quelques traces, mais il s'était un peu entraîné les jours précédents, et finalement, ça marchait assez bien, sans faire d'entaille trop profonde dans l'écorce. Les barques n'étaient même pas attachées avec des cadenas, mais les cordes juste nouées sur des pions d'amarrage. Coup de chance qui aurait pu être fatal dans le cas contraire, mais les doctorants se doutaient qu'il en serait ainsi. Qui pourrait avoir envie de voler une barque dans un terrain de golf? Lenny et Alex avaient un talkie-walkie pour communiquer entre la rive et l'île, séparés par une vingtaine de mètres, en cas de gros pépins. Sophia et Lenny inspectaient les 6 arbres un à un, chacun dans une direction, en silence. Alex était sur la berge et fixait les 2 directions, vers le parcours 6 et vers le parcours 8, alternativement. Au bout d'environ 5 bonnes minutes, Alex entendit Sophia dire en chuchotant le plus fort possible « Je l'ai !» Puis il aperçut Lenny avec sa démarche un peu lourde, qui se déplaçait vers elle en longeant les arbres. Il portait le sac avec le matériel. Sophia chaussa ses crampons puis attacha le chalumeau à son baudrier. L'arbre était assez grand. Son feuillage était déjà bien fourni, ce qui permettait probablement de cacher complètement la fameuse borne. Il ne pouvait pas la distinguer. Sophia et Lenny lancèrent une corde de manière à ce qu'elle entoure une grosse branche assez haute, puis redescende pour pouvoir l'utiliser pour assurer la grimpeuse poids-plume. Sophia suivait le câble qui était agrafé au tronc. Elle aperçut la borne au moment où elle arriva sur la grosse branche horizontale qui lui servait d'assurance vie. Elle se trouvait 3 mètres plus haut, fixée sur le tronc. « Te voilà, saloperie !» se dit Sophia. Alors qu'elle allait sortir le chalumeau de son baudrier de zingueur, Sophia entendit crachoter le talkie-walkie de Lenny. « Barrez-vous! Y a un mec qui arrive !»« Merde, merde !» chuchota-t-elle. « Sophia, on se barre !» chuchota Lenny. Elle descendit 3 fois plus vite qu'elle était montée. Ils enlevèrent très vite la corde, elle enleva les crampons, ils mirent tout dans le sac à dos en moins de 20 secondes et coururent jusqu'à la barque qu'ils avaient laissée sur le bord sans l'attacher. Ils voyaient Alex de l'autre côté qui fixait quelque chose vers sa gauche, vers le parcours du 6. Il était accroupi. Sophia aperçut un faisceau de lumière jaune. « Putain, on va se faire gauler !» chuchota Sophia. « Chut !» chuinta Lenny. « Va dans la barque, couche-toi dedans !» Sophia fit ce qu'avait dit Lenny en se mettant sur le dos de manière à ne pas dépasser du bord. Lenny sauta à son tour en donnant une forte impulsion avec son pied sur la berge herbeuse de l'île. Puis aussitôt, il dit à Alex dans son talkie-walkie « Planque-toi, on gère !» Puis il s'allongea contre Sophia en gardant la tête au-dessus du bord de l'embarcation pour voir où elle allait arriver. Il n'y avait aucun courant dans ce bras d'eau, et l'impulsion qu'il lui avait donnée la dirigeait tout droit vers les planches de bois qui servaient d'embarcadère et les pions d'amarrage. Il fit un geste vers Sophia en mettant son doigt devant sa bouche pour lui dire de garder un silence absolu. La barque toucha la planche au bout de 40 secondes qui parurent une éternité. En attendant le contact, Lenny avait pris la corde de la barque entre ses 2 mains en faisant une grande boucle, et juste avant que la barque touche le ponton, il lança sa boucle vers le pion le plus proche et serra le plus fort possible en se couchant sur le côté. La barque s'était légèrement inclinée par rapport à la direction de la traversée, mais ne bougeait maintenant plus. Elle était amarrée à côté des 2 autres.
Ils restèrent figés dans un silence mortel dans cette galère pendant au moins 10 minutes. Puis le Tokiwoki, qu'il avait oublié d'éteindre, crachota. Vous êtes où? Sophia se leva lentement et tourna la tête. Il n'y avait personne, pas la moindre lumière, pas d'autre bruit que le crissement des grillons. C'est bon! Lenny se releva, toujours en tenant sa corde. Sophia prit le Tokiwoki. On s'est planqué dans la barque! C'est quoi ce bordel? J'arrive! Répondit Alex. Sophia et Lenny aperçurent une ombre qui s'approchait depuis la lisière du fairway de l'autre côté. Il a changé d'horaire, ce con, dit Alex. Il est arrivé et je l'ai pas vu tout de suite. Il était déjà très près quand je vous ai prévenu. Je suis désolé. Et il est où maintenant? Dit Lenny. Je l'ai observé depuis les arbres là-bas. Il a continué son chemin vers le prochain trou. Là, il doit plus être loin du 9. Qu'est-ce qu'on fait, putain? Dit Sophia qui venait de prendre un shoot d'adrénaline. J'allais la cramer, cette putain de borne. On y retourne? Tu t'en sens capable? Demanda Alex à Sophia. On n'est pas fait tout ça pour rien. On va pas abandonner maintenant. On y était presque, répondit la spécialiste des oscillations acoustiques baryoniques. On y retourne? Demanda Alex à Lenny. Ok, mais cette fois, tu fais bien gaffe. Regarde bien partout et écoute bien aussi. Ok pour moi. Bon, ça ira plus vite là, hein. Vous savez où c'est maintenant, répondit Alex. Il fallut seulement quelques minutes à Sophia pour se retrouver dans son arbre, prête à allumer son chalumeau. Elle s'était suspendue avec le baudrier pour pouvoir libérer ses deux mains et pour approcher la flamme de son briquet du bec du chalumeau. Lenny regardait la puissance du signal 5G sur son application. Alex s'interdisait de regarder ce qu'il fabriquait. « Tu peux arrêter, elle est naze, y a plus rien !» chuchota Lenny. Sophia avait entendu Lenny, mais laissa encore un peu la flamme bleue faire fondre le boîtier de la borne. Elle descendit ensuite un peu moins vite que la fois précédente, d'une part parce qu'elle était un peu moins pressée, mais aussi parce qu'elle avait dans les mains un objet qui était à plusieurs centaines de degrés. Avant de tout remettre dans le sac à dos, elle plongea le bec du chalumeau dans l'eau qui émit un frémissement avec un jet de vapeur. Cette fois-ci, il l'avait fait. Il ne leur restait plus qu'à repartir par le même chemin qui les avait amenés là. Et il fallait se dépêcher, sans laisser la moindre trace.